continue cette journée Marketing 21 et j'ai la chance d'accueillir Bruno Chanel, conseiller numérique, et Laurent Aymard aux commandes de Red Dolphin. Alors le premier conseiller numérique auprès de sociétés, on fera plus ample connaissance avec lui, et Laurent Aymard est le spécialiste du wearables, du produit innovant qui vous sera proposé sur les différentes plateformes. Il aura aussi l'occasion de nous expliquer en quoi ça consiste. Tiens Laurent, je te passe le micro et présente-nous brièvement effectivement ce que tu fais et ce qu'est Red Dolphin. Moi, je suis le fondateur de Red Dolphin, donc je suis entrepreneur et mon quotidien est fait d'aller chercher des innovations où qu'elles se trouvent et puis de les rapporter sur le marché suisse. Donc voilà, je vais apporter ici dans cette session avec toi Thierry et puis Bruno mon témoignage, mon expérience sur les innovations de demain, les objets connectés, puisque c'est ma passion un peu, et puis surtout aussi les innovations venant de la tech mais appliquées au marketing. On peut aussi souligner qu'effectivement tu vas chercher cette innovation là où elle se trouve et pour justement expliquer la légitimité de ta présence, c'est que chaque année, à part cette édition 2021, tu es à Las Vegas au CES, le grand rendez-vous justement de l'innovation, de la technologie sous toutes ses formes. On parlait hors caméra qu'effectivement il y a Indiegogo, il y a Kickstarter, il y a pléthore de plateformes pour aider le financement de projets innovants. Mais de plus en plus, ces plateformes sont en train d'aller vers autre chose pour leurs usages. Qu'est-ce que tu as pu constater justement sur l'évolution de ces différentes plateformes ? Alors, il y a une évolution intéressante à noter. C'est que une plateforme comme Kickstarter existe depuis une douzaine d'années déjà. Donc on va dire, le temps passe vite. Ouais. Ça fait déjà 12 ans. C'est fou. Que ces plateformes, Kickstarter qui a été on va dire l'historique, et qui est la plateforme leader, et là depuis plus de 10 ans, ils ont mené ou soutenu 200 000 projets, wow. 5 milliards de dollars investis. Ça veut dire que traditionnellement, on pense à ces plateformes, c'est quand même une source de collecte de fonds, de financement pour les entreprises. Mais je pense que ça va bien au-delà. Et c'est une des choses que je pensais pertinente de partager avec des entrepreneurs en Suisse, en particulier, pour de multiples raisons. Tout d'abord, la Suisse est au moins surreprésentée sur un domaine sur Kickstarter. C'est pas du côté des entreprises, c'est du côté des backers, donc des gens qui vont sur ces plateformes chercher des produits. Et bien, plus qu'à son tour, on voit que le pourcentage des backers qui cofinancent des campagnes sur Kickstarter, c'est beaucoup plus que le poids de la population suisse dans le monde. Donc il n'est pas rare de voir la Suisse dans le top 10, parfois le top 5, de l'origine, du pays d'origine des backers, des projets sur Kickstarter. Donc il y a déjà un fort engouement des clients suisses à la recherche d'innovation pour aller chercher sur ces plateformes. Ça veut dire que les moyens financiers de la Suisse s'expriment clairement par rapport à ce constat. Mais oui. C'est de l'intérêt par rapport à l'innovation. Ça fait partie de notre ADN que d'être intéressé. Je pense que c'est les deux, mon général. Surtout l'intérêt. On a un marché qui est très ouvert ou qui a un appétit pour l'innovation, ou en tout cas une certaine partie de la population est très à la pointe du fait de rechercher des choses. Et moi, je pense c'est les aléas du direct. Et oui. Voilà. La technologie s'invite partout, même dans un talk. Voilà.
On a aussi des startups suisses qui vont sur ces plateformes pour se faire connaître. Alors très souvent, voilà, les choses qu'on voit le plus, c'est effectivement des montres. Il y a beaucoup de projets de montres sur Kickstarter, donc la Suisse est soit souvent à l'origine de ces projets, soit utilisée comme caution pour montrer que ces projets sont dignes d'intérêt, puisqu'il y aura une techno suisse à l'intérieur. Mais je dirais l'utilisation d'une plateforme comme Kickstarter ne s'arrête pas aux startups. On voit maintenant des entreprises, parfois des grands noms, qui mettent un pied sur Kickstarter pour tester un marché. Et c'est là où moi je pense que c'est intéressant de revenir un peu à l'essence du marketing, qui consiste à développer des solutions et à les mettre sur un marché, un market. Ouais. L'endroit où ça se passe, à mon avis, de plus en plus aujourd'hui dans le domaine des nouveautés, des nouveaux produits, ce sont ces plateformes de crowdfunding où on va aller à la recherche de son marché. Il y a quand même, sur Kickstarter, il y a 25 millions de comptes clients, de backers potentiels. Donc, une start-up, un entrepreneur, une équipe qui veut mettre un nouveau produit sur le marché peut adresser 25 millions de clients potentiels via une plateforme qui va faire le marketing pour vous, qui va envoyer des newsletters, qui a un site web, qui a des qui a centaines de milliers de clics, qui a industrialisé le process en fait, qui a mis en place presque des cases à cocher, des trucs à remplir pour industrialiser effectivement le... Tu es complètement dans le vrai. Et quand on parle d'industrialiser le process de porter un projet et de le marketer sur Kickstarter est lui-même quelque chose qui est très codifié, qui a été très industrialisé, sur lequel des services annexes se sont mis en place. C'est-à-dire qu'en fait, si tu ne respectes pas ces codes-là, ton projet ne marchera peut-être pas aussi bien qu'il l'aurait pu. Ouais. Mais si tu acceptes de jouer le jeu, tu peux être une petite société, un petit projet. Moi, ça me fait penser à ce comics là dessiné les Dilbert, où il y a un chien toujours mis en scène, très intelligent, et il rigole doucement parce qu'il dit haha, sur internet personne sait que tu es un chien. Et sur Kickstarter c'est pareil. Tu peux être une petite PME, même en Suisse. Et là, tu as plutôt envie que ça se sache parce que ça peut être un gage de communication, de qualité, de certaines valeurs. Mais en fait, que tu sois très gros ou pas, c'est pas vraiment ça qui compte. C'est que si tu on va revenir, on va revenir sur l'histoire des gros acteurs qui viennent se servir maintenant sur Kickstarter. Moi, j'avais une question avant ça que je voulais te poser. À quel moment, tout d'un coup, les porteurs de projets, les marketeurs, on va aussi les appeler comme ça parce qu'il y en a qui utilisent Kickstarter, ont compris cette mécanique, ont compris qu'on n'était plus sur une plateforme uniquement pour rechercher des fonds, mais aussi pour justement utiliser toute la mécanique qu'il y avait pour adresser le message à autant de gens, le faire comme tu le dis, quelle que soit la taille derrière du projet, et même pousser des projets qui avaient déjà existé, qui étaient déjà financés, puis qui connaissent un second souffle, ou alors qui ont juste besoin de cette visibilité marketing. Quand est-ce qu'on a fait ce switch ? Quand est-ce qu'on a réalisé qu'on pouvait servir cette plateforme à ce moment-là ? J'ai l'impression que ça fait au moins 5 ans que cette bascule s'est clairement opérée. Je sais pas, Bruno, si tu vois aussi les mêmes choses que moi, mais c'est pas tout récent. Ça fait un moment qu'on a glissé là-dessus. D'accord. On a vu des campagnes, c'est vrai, qui étaient assez retentissantes sur des grosses sociétés qui lançaient des prototypes pour tester, et puis les trucs n'ont pas spécialement marché, mais ils disaient là, ils n'ont pas pris de risque. Ils l'ont passé sur des créneaux de vision ou de le rendre visible qui n'était pas leur créneau de vente. Une sorte de campagne faite un petit peu à côté. Ouais,
pour tester, en fait, voilà, ils avaient un concept de prototype. Ils ont préféré le balancer sur un crowdfunding, donc Kickstarter, Indiegogo, plutôt que de le mettre dans les créneaux de vente où ça leur demande beaucoup de mise en œuvre et tout. Là, voilà, ça teste. Et puis ils voient très peu, parce que c'est vrai que c'est très bien. Dans un très court temps, ils arrivent à voir si jamais ça prend ou pas. Ouais, on a tout de suite le baromètre, les indicateurs, effectivement, Mais qui ça, nous disent... ça s'inscrit dans un plan de lancement. C'est-à-dire qu'en fait, Oui. les sociétés qui sont malines aujourd'hui, souvent, font un CES pour aller faire du face-à-face, parler à des gens de multiples pays, voire avoir un peu d'exposition, ou jeter les jalons d'une exposition future, sur des blogs, des journalistes, de la presse dans multiples pays, collecter plein de cartes de visite virtuelles ou réelles, plein de contacts pour approvisionner une mailing list future et préannoncer dans quelques mois, on va lancer notre projet sur Kickstarter. Si vous voulez être parmi les premiers à nous soutenir, on vous tiendra informé. Si vous voulez, c'est du win-win. Hein. C'est-à-dire que on vous promet d'être le premier informé, et en plus on vous donnera un prix un petit peu meilleur qu'à tous les autres. Donc moi, je reçois ça comme un bénéfice. Donc non seulement si je suis le premier à soutenir une campagne, je vais être le premier à recevoir cette solution, ce produit que j'ai commandé, et je l'aurai moins cher que tout le monde. On va revenir sur les exemples des gros acteurs qui se sont servis de Kickstarter. Mais avant ça, je vais passer la parole à Bruno. Occasion pour toi de faire une petite intro sur ce que tu fais dans le monde du numérique, et puis de venir avec justement un autre terme super à la mode dans le marketing en ligne. C'est tout ce qui est l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, enfin tous ces termes. Tu as choisi un domaine pour venir avec des exemples précis. Oui, alors moi je suis conseiller numérique. Je m'occupe d'un peu tous les domaines du numérique pour un peu les démystifier, expliquer aux clients un peu le marché, les tendances et comment se positionner. Ça peut être très vaste, hein, ça va de tout ce qui est la partie de l'électronique, des technologies, de leur usage, en passant par tout ce qui est dans le cloud, le site web, voilà, ça va très loin, jusqu'aux crypto-monnaies aussi. Okay. Et avec les réglementations en fond, réglementations sur la protection des données et tout ce qui est les normes ISO 27001, 31000, et ainsi de suite. Les thèmes là que j'ai regardé surtout, c'est la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Parce qu'il y a quand même eu un changement avec la crise sanitaire, ça a été assez... il y a eu quand même des petits usages qui sont ressortis, qui se sont un petit peu amplifiés, mais on est quand même toujours dans deux secteurs qui sont assez différents dans leur usage et surtout dans l'utilisation marketing, hein, des campagnes marketing. Okay. Alors la réalité virtuelle, on va déjà la mise en œuvre était assez compliquée parce que ça concernait surtout des événements dans lesquels on voulait présenter un produit. On le voit, on l'avait vu hein, d'ailleurs au CES, on voyait des grandes scènes où on voyait tous les gens qui portaient des casques parce qu'ils étaient dans une expérience. Samsung l'avait fait pas mal ça, hein, pour faire découvrir leur technologie. Et puis quand on met en œuvre, il y a beaucoup de sociétés, surtout par exemple dans l'automobile. Audi l'a fait, les grandes automobiles l'ont fait pour la mise en œuvre de l'expérience. Où en fait, ils veulent montrer et immerger le client dans un environnement pour lui montrer les aspects, la qualité. Par exemple, on voit les systèmes de produit, tester le produit sans avoir le produit sous la main, comme par exemple rentrer dans la voiture et ainsi se faire une idée de tester la configuration. Surtout tester la configuration, c'est-à-dire qu'on peut configurer toutes les couleurs, tous les esthétiques et tout ça, tout le design, et en fait on peut le voir, on peut rentrer dedans, s'asseoir, c'est un peu particulier, mais voilà, ça c'est des usages qui se font, qui existaient déjà depuis un moment. Maintenant, il y a certains usages qui étaient vraiment spécifiques à des événements. Alors actuellement, c'est plus tellement tendance étant donné qu'il n'y a plus tellement d'événements, bien sûr. C'est un peu compliqué. Par contre,
il y a un autre domaine qui est en train de prendre un essor assez important, c'est le tourisme. Ah oui. Parce que paradoxalement, étant donné qu'on peut plus se déplacer pour aller dans des lieux touristiques, les lieux touristiques viennent à vous à travers des visites virtuelles et surtout à travers un domaine qui est assez intéressant actuellement, c'est les vidéos 360 que l'on peut visionner à travers des casques de réalité virtuelle. Je prends juste un exemple. Là, j'ai un que j'ai testé dernièrement avec un Oculus Quest. C'est des vidéos d'AirPano. Vous pouvez chercher AirPano dans YouTube, il y a des vidéos en VR. Alors vous pouvez regarder depuis le téléphone en bougeant à l'intérieur, mais surtout c'est très immersif quand on le regarde depuis un casque de réalité virtuelle. Et là, il y a l'Otterbrunnen, la vallée de l'Otterbrunnen sous la Jungfrau et l'Eiger. Quand on le voit en 360 en 12K, c'est vraiment assez impressionnant de voir les vues et tout. Donc de ce côté-là, le tourisme a une carte à jouer sur ce point-là. C'est une tendance. Au-delà de la démo et au-delà de la contrainte technique, parce qu'effectivement, toi, tu as la chance d'avoir des Oculus. On rappelle à notre auditoire, c'est un casque qui va vous plonger dans une image immersive. Vous avez aussi des manettes pour pouvoir vous déplacer. Ouais. Est-ce que l'expérience est concluante? Là, on parle du tourisme. Oui. Avant, tu évoquais les voitures. Moi, je vois un avantage, c'est que une fois installé dans cette voiture virtuelle, certes, on peut changer l'habitacle, on peut changer les couleurs, l'aménagement, chose qu'on pourrait pas faire en fait dans un vrai véhicule. Est-ce qu'entre ces deux exemples, on le sait, ils sont complémentaires par rapport à la situation, ils sont assez concluants? Est-ce que il y a quelque chose à continuer à travailler? Oui, alors c'est la mise en œuvre de l'usage qui est un peu particulier, la rendre visible. Maintenant, on a quand même une tendance au niveau de la réalité virtuelle venant des personnes. C'est vrai que tout le monde n'est pas équipé d'un casque. Par contre, l'Oculus Quest a changé la donne, étant donné qu'il est beaucoup plus accessible et surtout, il est autonome. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de le brancher sur un ordinateur pour la mise en œuvre. Faut quand même voir que c'est un appareil qui coûte entre les 500 et 600 francs. Ça devient abordable plutôt que les gammes à 1000 et puis surtout d'avoir un ordinateur à 3000 francs derrière pour faire tourner tout ça. Ça devient plus important. C'est quand même le casque qui s'est le plus vendu. On en est à là pendant une période de quatrième trimestre 2020, il y a eu 10 millions de casques, 1 million de casques qui sont vendus en Oculus Quest. On a vu les ventes exploser parce qu'effectivement le Quest 2 alors que sur cet appareil tous les autres casques étaient à 150 000 versions, donc c'était pas du tout la même proportion. Non, il y a vraiment une évolution de ce marché-là à domicile, dans l'usage professionnel aussi, mais pour la VR, pour les jeux, mais aussi pour le tourisme, l'immobilier aussi a une certaine part. Il y a des solutions, je citerai les solutions de Matterport qui permettent de digitaliser carrément une maison et de la rendre visible ou dans lequel on peut se promener en vidéo 360 pour visiter un lieu sans s'être déplacé. Ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant, qui commence à prendre pas mal. Sinon, dans la réalité augmentée, alors les usages, c'est des usages qu'on avait déjà avant, qu'on a un petit peu bougé avec la crise. On avait les jeux où on incrustait, par exemple, l'exemple des Lego et des Playmobil, où on incrustait par rapport au packaging, on pouvait incruster la vision du jouet par-dessus. Ça reste quand même assez sommaire, parce que c'est pas quelque chose qui est calqué sur l'environnement, mais qui est juste calqué sur la surface. Donc ça reste très basique. Ça demande quand même du développement. La problématique, c'est que la mise en œuvre est un peu plus compliquée là. Très ludique pour le rendu, puisqu'effectivement, pour avoir testé tous les deux ce système, vous expliquez comment ça fonctionne. Vous vous mettez devant l'écran dans un magasin Lego, vous tendez votre boîte. Et elle est reconnue automatiquement, effectivement, par l'interface qui, tout d'un coup, vous affiche, effectivement, le ou les modèles de jouets que vous allez pouvoir faire avec ces pièces de Lego et vous allez les voir s'animer sur cette boîte que vous pouvez, comme ça, manipuler dans l'espace. Ça a un côté un petit peu bluffant, mais aussi, c'est la démonstration par le produit, c'est-à-dire que, sans ouvrir la boîte, je peux me faire une idée de ce que je peux construire, même s'il y a les petites images dessus l'emballage.
Mais il y a aussi Lego le fait aussi avec tous les notices de montage. En fait, on peut voir les jouets se déplacer. Il y a une petite animation, mais ça reste assez sommaire. C'est-à-dire que c'est pas collé sur la surface, sur l'environnement que vous avez. Par contre, là, on voit des usages liés aussi, encore une fois, au changement à la crise sanitaire. Le e-commerce, les vêtements de mode, les lunettes sont des usages qui sont beaucoup développés. C'est-à-dire qu'en fait, on arrive à projeter sur la personne le vêtement qu'il va vouloir choisir. On l'avait vu ça, je sais pas si vous vous rappelez, à Vivatech, on l'avait vu, L'Oréal présentait les rouges à lèvres, les fonds de teint ou tout ce qu'est le maquillage projeté directement sur la vidéo. On voyait donc le visage de la personne et on voyait apparaître les différentes qualités. On avait testé le rouge à lèvres d'ailleurs, vous vous souvenez de ça? C'était assez amusant. Expérience facile à enlever, ouais, effectivement. Oui, voilà aussi. On a vu pendant cette crise, là, ce que tu es en train de nous raconter, c'est qu'en fait, beaucoup d'acteurs se sont enfin réveillés à se dire, il nous faut amener l'expérience chez l'utilisateur, chez lui. Je vois le marché de l'optique qui s'est enfin aussi réveillé pour pouvoir faire que vous puissiez tester vos lunettes et pas uniquement les lunettes de soleil. On vient de plus en plus avec de véritables solutions parce que les solutions techniques existaient. Il fallait les mettre en place. La qualité est encore à améliorer quand même. C'est pas quelque chose qui est vraiment au bout. Sinon, alors une autre tendance qui est arrivée, c'est les cabines d'essayage virtuelles. C'est-à-dire c'est dans le magasin, on rentre et on peut essayer les vêtements directement sur soi. Et après aller choisir, c'est-à-dire que ça évite d'aller prendre le vêtement, de le déplacer, de le toucher, ainsi de suite. Tout l'aspect de la problématique de la crise sanitaire a changé un peu, ça se fait. Alors beaucoup dans le luxe, quand même, parce qu'il faut avoir certains moyens pour mettre en œuvre tout ça. Et c'est assez, voilà, il y a eu deux trois perturbations. Sinon, les visites augmentées dans les musées, dans les choses comme ça, mais là actuellement, pas trop, parce que voilà, c'est pas trop dans l'usage, quoi. Voilà, ça c'est un peu un tour d'horizon de ces technologies-là. Il y aura un grand changement qui va venir, ça sera quand les lunettes, les vraies lunettes de réalité augmentée arriveront. Et là, c'est vrai qu'on attend beaucoup la solution d'Apple, parce que ça fait beaucoup de bruit et elle est annoncée comme étant assez révolutionnaire. À voir. On évoque très rapidement, parce qu'on arrive bientôt au terme de cet échange, en fait, un appareil ou un device beaucoup plus léger, beaucoup plus simple à utiliser, parce qu'effectivement, déjà, plusieurs marques se sont cassées les dents sur cette problématique d'emporter effectivement un device intelligent sur soi. Dans les dernières minutes qui nous restent, j'ai envie de vous poser la question de savoir, Bruno, puisque tu tiens le micro, quels seraient les conseils, quelles seraient les pistes à creuser que tu donnerais, que tu partagerais avec ceux et celles, peut-être parmi nous, les annonceurs qui nous regardent, qui voudraient se lancer justement sur ce type de techno pour bosser leur marketing au travers de ces solutions. Quels seraient les pièges à éviter, les conseils à suivre que tu partageras avec eux? C'est beaucoup axé par rapport aux domaines qui sont touchés. Par exemple, si jamais c'est un domaine où il y a un produit à montrer, c'est vrai que dans la problématique du marketing en ligne, le produit, il faut le montrer, mais il faut pas le montrer juste dans des photos. Le faire tourner, ça c'est des choses que je sais que Laurent fait et c'est très bien. Mais quand c'est attaché à quelque chose qui est un peu plus grand, le montrer dans des visites virtuelles, des choses comme ça. Si c'est un lieu, il faut le montrer. Et ces technologies-là de réalité augmentée, réalité virtuelle peuvent aider. Il faut vraiment voir quel est l'intérêt de montrer l'objet. C'est surtout ça. Et l'expérience. Voilà, se poser la question et puis sous quelle forme. L'expérience utilisateur est très importante. Si jamais vous ne mettez pas directement un projet suffisamment de moyens ou d'avoir les interlocuteurs qui tiennent la route, l'expérience va être un peu gâchée, donc ça va desservir votre image. Donc faites attention à ça. Faites un bon choix et il faut aller jusqu'au bout pour avoir quelque chose d'accompli. Surtout ça. Merci beaucoup Bruno. Pour conclure, Laurent, peut-être un mot sur un exemple de gros acteur qui s'est essayé à Kickstarter et puis dans la foulée
les conseils que toi tu prodigues, parce que tu as très souvent contact avec justement des gens qui se lancent dans des projets innovants, dans des projets de financement participatif. Qu'est-ce que tu leur dis, qu'est-ce que tu leur conseilles de faire? Alors, les grosses sociétés qui vont sur Kickstarter, c'est intéressant. C'est pas forcément sur des très gros projets, mais moi j'ai vu des sociétés comme Bose faire des programmes sur Kickstarter, des choses qui sont peut-être passées un peu inaperçues du grand public. Mais donc voilà. Mais l'idée c'est de dire, ça n'est pas réservé à une certaine typologie d'entreprise. Tout le monde peut aller à titiller ce marché, chercher des nouveaux clients via ces plateformes. Donc surtout, je pense qu'il y a de la place pour beaucoup plus de petits entrepreneurs, d'entreprises locales, qui ont une ambition d'adresser un marché mondial. Puis une des idées, enfin une inspiration que j'aimerais partager, c'est de dire que en fait il y a pas mal de sociétés en Californie, c'est de là que ça vient, aux États-Unis, mais en Europe qui intègrent ce type de procédé-là dans leur démarche de développement de produits. C'est que il y a des boîtes où un jour par semaine est réservé à un esprit de hacking au sens originel du terme, où les employés sont motivés, incités, récompensés à participer à des programmes innovants pour développer les nouveaux produits de la société. Donc ils se lâchent. Voilà. Et donc je laisser pense cette place au travail sur l'innovation en parallèle de son job. Ouais. Il y a matière à engager les équipes créatives dans les PME en marge de ce qui fait vivre la société, du développement du produit actuel, de soutenir les clients, de corriger les bugs, de leur donner à côté un espace pour dire voilà, on se donne comme objectif, on va inventer le produit de demain et peut-être qu'on le mettra sur une plateforme Kickstarter, mais c'est un moyen en particulier en ce moment où les équipes sont peut-être plus virtuelles que d'habitude, de les rassembler une fois par semaine autour d'un projet, d'une vision commune, de les motiver et de dire waouh, on va faire un truc qu'on n'a pas fait avant, on va le faire ensemble ça, on va s'éclater. Merci beaucoup Laurent Aimard, directeur fondateur de Red Dolphin. Allez faire un tour sur son site internet, je suis sûr que vous allez reconnaître des produits que vous avez vu passer, et bien sûr pas mal de sites internet ici en Suisse romande, voire même en Suisse. Bruno Chanel, conseiller numérique, qui partageait avec nous les pistes qu'on pourrait creuser et qui ont été un petit peu justement mises à contribution pendant cette crise. Le constat nous laisse penser qu'effectivement il y a encore beaucoup de choses à faire. Merci à tous les deux et puis je vous dis à très bientôt. À bientôt. Ciao.